Il n'est pas toujours facile, dans les jours les plus lourds, de se rappeler l'immense force qui existe déjà en nous. Et c'est précisément quand nous l'oublions que la tristesse grandit, nous faisant croire que tous nos efforts ont été vains. Mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose qui change tout. Aucune douleur n'est plus grande que la liberté de ton esprit. La tristesse peut être vaincue, l'angoisse n'est pas éternelle. Elle peut être transformée en clarté, à condition que tu décides de prendre soin de ton monde intérieur. Quand tu apprends à rester calme, les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des monstres qui contrôlent ta vie. Ils deviennent seulement des chapitres d'une histoire bien plus vaste. Tu n'es pas né fragile. Cette sensation a été construite par les déceptions, les pertes, et par ces jours où rien ne semblait avoir de sens. Mais rien de tout cela ne définit qui tu peux devenir. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Et lorsque tu choisis de nourrir ton esprit avec l'équilibre, toute ta vie commence à se transformer. Et c'est cela que je vais te montrer aujourd'hui. 10 pratiques stoïciennes, simples mais puissantes, pour renforcer ta santé émotionnelle et vaincre la tristesse. Peu importe depuis combien de temps tu portes ce fardeau, il est possible de recommencer maintenant. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui je choisis de prendre soin de mon esprit, je suis stoïcien ». Avant de passer à la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, il est temps de commencer. 1. Traite-toi comme la personne la plus importante de ta vie. Très souvent, ce n'est pas le monde qui nous renverse, mais la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Tu l'as déjà remarqué? Parfois, personne n'a rien dit, mais dans ton esprit, une voix commence. Tu ne vaux rien. Tu as encore tout gâché. Personne ne t'aime. Et soudain, la journée devient plus lourde avant même d'avoir commencé. Cléante, l'un des premiers stoïciens, en voyant un homme s'insulter, s'arrêta et dit « Rappelle-toi, tu ne parles pas à une mauvaise personne. Sois plus doux avec toi-même. » Cette phrase n'est pas un slogan de motivation, c'est un avertissement. Un frein dans une machine à broyer l'estime de soi que beaucoup d'entre nous allument sans s'en rendre compte. Parce que l'autocritique constante ne corrige rien. Elle paralyse simplement. Tu ne te trompes pas moins en t'insultant davantage. Tu deviens seulement plus fatigué, plus indécis, plus éloigné de toute nouvelle tentative. Il y a un schéma. Chaque fois que quelque chose échoue, un procureur intérieur entre en scène, prêt à accuser, tandis que l'allié intérieur, qui devrait te défendre, reste silencieux. Cela devient une habitude. Le cerveau apprend que chaque faux pas est un crime et que chaque nouveau départ peut se transformer en humiliation. Cela explique pourquoi tu repousses, pourquoi tu évites les conversations difficiles, pourquoi tu te caches. Ce n'est pas de la paresse, c'est la peur d'être condamné par toi-même. La philosophie stoïcienne ne romantise pas ce processus. Elle propose un contrepoids. Attention, langage et action. Attention pour remarquer quand l'esprit commence l'attaque. Langage pour interrompre la sentence automatique. Action pour reconstruire la confiance avec de petits pas constants. La bienveillance commence par la manière dont nous nous traitons, en reconnaissant notre propre humanité. Ce n'est pas se bercer d'illusions, ce n'est pas se couvrir d'excuses. C'est savoir que tu te trompes, mais que tu apprends aussi. C'est tomber, mais se relever avec plus de conscience. Essaie cet exercice stoïcien. Au lieu de penser « personne ne m'aime », dis « je ne peux pas plaire à tout le monde, mais j'ai des personnes qui tiennent à moi ». Au lieu de répéter « j'ai encore tout gâché », dis « j'ai fait une erreur, mais j'ai la chance de corriger et de m'améliorer ». Tu vois la différence? Ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est choisir une perspective qui crée du mouvement. Parce que lorsque tu changes la conversation intérieure, tu récupères l'énergie pour agir, au lieu de rester paralysé. Voilà la clé. Si tu ne te traites pas comme un allié, tu finis par vivre comme ton propre ennemi. Sénèque rappelait, celui qui est son propre ami n'est jamais seul. Et ce n'est pas seulement beau, c'est une survie psychique. Parce que la vraie solitude, ce n'est pas être sans gens, c'est être sans soutien à l'intérieur de soi. Être ton propre ami, c'est construire un refuge sûr où revenir quand le monde te fait défaut. C'est avoir une voix qui, dans les chutes, ne t'écrase pas, mais te tend la main, te rappelle ta valeur et te dit « Lève-toi, il est encore temps ». Celui qui se réconcilie avec lui-même ne marche pas indemne, mais il marche accompagné. Et cette compagnie change la qualité de chaque décision. Ce simple ajustement,
remplacer l'autocritique par l'encouragement, peut transformer ta routine en un terrain de confiance. Si tu l'appliques, tu ne te réveilleras pas illuminé, mais tu te réveilleras moins armé contre toi-même. Et cela change déjà tout, parce que le courage ne naît pas du fouet, il naît du soutien. Quand ta voix intérieure cesse de te pousser vers le bas et commence à te soutenir, tu tentes plus, tu te trompes mieux, tu apprends plus vite, et en silence, tu recommences à avoir confiance en toi. Si cette leçon a eu du sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être mon meilleur ami ». C'est un engagement public envers une nouvelle façon de vivre de l'intérieur. Et quand la maison intérieure devient habitable, l'extérieur cesse de sembler si hostile. La voix qui t'accompagne le plus, c'est la tienne, commence à te traiter bien. 2. Comparer, c'est se saboter. Concentre-toi sur toi. As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de se perdre en regardant la vie des autres? Un tel a acheté une nouvelle voiture. Un autre a déjà le corps parfait. Cette influenceuse semble heureuse tous les jours. Et soudain, sans même t'en rendre compte, tu n'es plus en train de vivre ta vie. Tu essaies seulement de suivre une course qui n'a jamais commencé pour toi. Sénèque appelait cela le euthymia, la tranquillité de celui qui suit son propre chemin, sans se laisser distraire par ce qui n'a pas d'importance. Il disait que nous ne pouvions y parvenir qu'avec discipline, clarté et confiance dans le fait que nous accomplissons le rôle que la vie a placé entre nos mains. Imagine cette image. Tu es en train de conduire sur une route très fréquentée. Si tu passes tout ton temps à regarder les voitures autour de toi, tu vas te perdre, changer de voie à chaque instant, jusqu'à risquer l'accident. Mais si tu gardes les yeux fixés sur la route devant toi, sur ta destination, tu y arrives en sécurité. C'est pareil avec la vie. Celui qui vit dans la comparaison perd la direction. Celui qui garde les yeux sur son propre chemin avance en paix. Marc Aurèle l'a renforcé dans ses méditations. Ne gaspille pas le reste de ta vie à penser à la vie des autres. Quand cela ne sert pas au bien commun, tu négligerais alors la garde de ta propre âme. C'est fort, mais c'est vrai. Chaque minute passée à comparer est une minute volée à ta croissance. Pense au temps que tu as déjà perdu à faire défiler ton fil d'actualité, à regarder des photos de voyage ou de réussite des autres. 10, 20, 30 minutes de comparaison qui auraient pu être utilisées pour lire une page d'un livre, avancer dans un projet ou simplement reposer ton esprit. Le prix n'est pas dans ce que l'autre possède, mais dans ce que tu n'as pas construit en toi-même. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens la comparaison prendre le dessus, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle à grandir ou me détourne-t-elle simplement de ma vie? Si c'est une distraction, ramène ton regard sur ton chemin. Lis une page d'un bon livre, avance dans ton projet, fais quelque chose qui nourrisse ton esprit ou qui renforce ton corps. La comparaison constante est un piège silencieux. Elle vole la joie, crée de l'anxiété et répand la sensation que rien n'est jamais suffisant. Mais lorsque tu comprends que chaque personne a sa route, son temps, ses défis invisibles, le poids s'allège. Tu trouves de la légèreté et de la force pour avancer avec fermeté à ton propre rythme. Sénèque rappelait que la véritable paix ne réside pas dans le fait d'arriver avant tout le monde, mais dans celui d'arriver entier à destination. Et lorsque tu te réconcilies avec ton propre chemin, tu découvres quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour gagner, il te suffit d'être fidèle à ta route. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis de grandir, pas de rivaliser ». Parce que celui qui garde le focus sur ce qui compte vraiment trouve la paix, la clarté et le courage de continuer, sans hâte et sans se perdre. 3. Le pouvoir de se réinventer commence maintenant. Anne Frank a écrit « Ce qui est fait ne peut être défait, mais nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise. » Cette phrase porte une vérité dure, mais libératrice. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment agir à partir de maintenant. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Chaque matin, nous avons la chance de recommencer. Combien de fois vous êtes-vous déjà endormi l'esprit lourd, préoccupé par quelque chose que vous avez dit, regrettant un choix, ressassant des erreurs ou des échecs? L'anxiété et la dépression se nourrissent de ce cycle, comme si chaque matin n'était que la continuation d'hier. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Le fleuve est la métaphore parfaite. Il rencontre des pierres, des obstacles,
des troncs, mais il ne s'arrête pas. Il ne regarde pas en arrière, il s'écoule, chaque jour il se renouvelle. Et nous pouvons vivre de la même manière. À chaque aurore, choisir d'avancer sans traîner les fardeaux d'hier. Pensez à la dispute que vous revivez depuis des semaines dans votre tête, à l'erreur d'il y a des années qui pèse encore sur vos épaules. Rien de tout cela n'a besoin d'occuper votre aujourd'hui. Les stoïciens rappellent que le présent ne se vit pleinement que lorsque nous sommes 100% ici. Pas lorsque nous laissons 70% attachés à ce qui est déjà passé et les 30 autres % anxieux de ce qui n'est même pas encore arrivé. Essayez cet exercice stoïcien. Au réveil, avant de regarder le téléphone ou de plonger dans les inquiétudes, fermez les yeux pendant 1 minute et dites-vous « Aujourd'hui, je recommence ». Aujourd'hui est une nouvelle occasion d'agir mieux. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose, il suffit d'un petit geste, refaire ce qu'hier vous avez laissé incomplet, traiter quelqu'un avec plus de patience, prendre soin de vous avec plus d'attention. En 1 mois, ce sont 30 occasions de renouveau. En 1 année, plus de 300 chances de recommencement. Imaginez la force de vivre ainsi en regardant chaque jour comme une page blanche. Marc Aurèle rappelait « Chaque matin, nous renaissons ». Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Voilà la clé. Ce n'est pas le poids du passé qui définit votre vie, c'est ce que vous faites maintenant. La vérité est que, bien souvent, nous restons prisonniers de pensées comme « j'ai tout gâché »,« je n'arrive pas à sortir de ce cycle ». Mais à chaque aurore, vous recevez la preuve que ce n'est pas vrai. La vie vous offre une nouvelle chance. Et le choix vous appartient. Portez les chaînes d'hier ou marchez plus léger aujourd'hui. Recommencez chaque matin. Ce n'est pas nier les douleurs, c'est les transformer en carburant pour grandir. C'est regarder le miroir et se demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendra fier au coucher du soleil ?» Le courage n'est pas de ne jamais se tromper, mais de se relever, de se renouveler et d'avancer, jour après jour. 4. Prends soin de chaque partie de toi. As-tu déjà remarqué que, lorsque l'esprit est lourd, le corps le ressent aussi? L'insomnie devient fatigue, le stress serre la poitrine, l'anxiété se traduit par une douleur dans le dos, l'estomac bloqué, la respiration courte. L'inverse arrive également. Quand le corps est négligé, l'esprit devient confus, sans énergie, sans clarté. Juvénal, déjà au 1er siècle, résumait cela en une phrase qui a traversé les siècles. Un esprit sain dans un corps sain. Ce n'était pas seulement un conseil sur la santé physique, mais un rappel que le corps et l'esprit avancent ensemble. Quand le corps tombe malade, l'esprit s'affaiblit. Quand l'esprit se perd, le corps en paie le prix. Les stoïciens renforçaient cette même idée avec clarté. Prendre soin du corps et de l'esprit n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Parce qu'il ne sert à rien d'entraîner seulement la pensée si le corps est épuisé. Et il ne sert à rien d'avoir des muscles forts si l'esprit est en ruine. C'est dans l'équilibre entre les deux que nous trouvons la force d'affronter les jours difficiles avec courage et lucidité. Sénèque nous rappelait que de petits gestes de soin, une marche, une respiration profonde, quelques minutes de silence, fonctionnent comme des remèdes pour l'âme. Parce que celui qui ne donne pas de repos au corps et pas de nourriture à l'esprit finit tôt ou tard par se sentir brisé de l'intérieur. Réserve un moment de ta journée pour cultiver les deux en même temps. Cela peut être 10 minutes d'étirement, en écoutant ta respiration. Cela peut être une courte marche à l'air libre sans téléphone portable. Cela peut être la lecture d'une page d'un bon livre avant de dormir. Ces actions simples nettoient l'esprit et rechargent le corps. Et il y a un détail puissant. Lorsque tu bouges, le corps libère de la sérotonine et des endorphines, des hormones qui apportent un bien-être immédiat. C'est pour cela que, souvent, l'envie de faire de l'exercice n'apparaît qu'après avoir commencé. Il ne s'agit pas de devenir athlète, mais de commencer petit, ici et maintenant. Si tu ne peux pas aller à la salle de sport, fais-le chez toi. Si tu n'as pas beaucoup de temps, utilise 5 minutes. Il existe des centaines de pratiques gratuites, de la méditation au yoga, des entraînements rapides aux exercices de respiration. L'important n'est pas où, c'est de commencer. Sénèque écrivait « Abandonne tous les obstacles et consacre ton temps à obtenir un esprit sain, car aucun homme ne peut y parvenir s'il est occupé. » Il nous rappelle qu'il ne s'agit pas de trouver du temps, mais de choisir une priorité. Prendre soin du corps, c'est prendre soin de l'esprit.
Prendre soin de l'esprit, c'est éclairer le chemin du corps. Et lorsque tu unis les deux, tu découvres une force silencieuse capable de dissoudre l'anxiété et d'éclairer ta vie. Si cette leçon t'a touché, prends un engagement ici. Laisse-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je prends soin de chaque partie de moi. Parce que la paix commence à l'intérieur et chaque geste de soin est une preuve que tu es déjà en train de construire cette paix. 5. Voyez la vie d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé prisonnier de quelque chose de petit, une critique, un retard, un problème qui semblait énorme? Quand notre vision est étroite, le moindre détail devient gigantesque. Mais il suffit de changer de perspective et soudain, cela perd de son poids. Marc Aurèle, même en gouvernant le plus grand empire du monde, se rappelait à lui-même dans ses méditations. Face à l'immensité de l'univers, même Rome paraît petite. Il savait que, devant l'histoire de l'humanité et la vastitude du cosmos, même le pouvoir d'un empereur n'était presque rien. Cette pensée nous libère, car lorsque nous élargissons notre regard, nous voyons que beaucoup de nos préoccupations se répètent au fil des siècles. Les guerres, les crises, les changements, tout cela est déjà arrivé auparavant, et la vie a continué. De la même façon, nos douleurs et nos angoisses ne sont pas la fin du monde. Elles ne sont qu'une partie d'une histoire plus vaste. La Bible elle-même rappelle, les générations viennent et s'en vont, mais la terre demeure pour toujours. Ce qui semble insupportable aujourd'hui peut n'être, à l'échelle du temps, qu'un souffle. C'est pourquoi, lorsque vous sentez qu'un problème est en train de vous consumer, faites l'exercice de la perspective. Imaginez-vous en train de regarder la terre d'en haut, voyant les villes, les pays et des milliards de personnes vivant en même temps. Maintenant, placez votre problème dans ce contexte. Il existe encore, mais il n'occupe plus tout l'univers. Ce simple geste mental apporte humilité, clarté et paix. En adoptant cette vision plus large, nous comprenons que beaucoup de choses que nous valorisions trop, le statut, les comparaisons, les réussites rapides, ne sont pas si essentielles. Et des détails que nous ignorions auparavant, une étreinte, une bonne conversation, un lever de soleil, révèlent leur véritable valeur. Découvrir une nouvelle perspective, c'est redécouvrir la vie. C'est se rappeler que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos choix prennent du sens lorsqu'ils sont vus dans cet ensemble. Quand nous changeons l'angle de notre regard, nous ne changeons pas seulement la taille des problèmes, nous changeons aussi la grandeur de notre vie. 6. Ne demande pas pourquoi cela est arrivé. Demande, comment puis-je en tirer de la force? Combien de fois as-tu déjà pensé, pourquoi moi, encore une fois? Quand quelque chose tourne mal, il est naturel de ressentir de la frustration, de la colère, voire l'envie d'abandonner. Mais les stoïciens voyant les choses autrement, les difficultés ne sont pas des punitions, ce sont des invitations à montrer de quelle matière tu es fait. Sénèque écrivait, « Personne ne se sent plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés, parce que celui qui n'a jamais été mis à l'épreuve n'a jamais découvert sa véritable force. » Épictète allait encore plus loin. Les difficultés révèlent le caractère d'une personne. Quand tu fais face à un défi, rappelle-toi que Dieu est seulement en train de t'associer à un partenaire d'entraînement plus jeune, comme le ferait un préparateur physique. Devenir un athlète olympique exige de la sueur. Autrement dit, chaque obstacle est comme un entraînement, dur, fatigant, mais fait pour te renforcer. Bien sûr, ce serait plus facile si la vie suivait exactement le scénario que nous rêvons. Mais si tu comptes seulement sur un chemin parsemé de roses, au premier contretemps tu t'écroules. C'est sur le sol de la difficulté que naît la résilience. C'est dans la douleur que se forge le caractère. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, ne te demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi « qu'est-ce que cette situation est en train de m'entraîner à développer ?» Cela peut être la patience, le courage, la discipline, l'humilité. Identifie la vertu cachée dans l'obstacle et choisis de l'exercer. Le caractère ne naît pas dans le calme, mais dans le frottement. C'est comme le fer dans la forge. Le feu brûle, mais c'est ce qui lui donne sa forme et sa résistance. De la même manière, les difficultés d'aujourd'hui sont le feu qui forge ta force de demain. Quand tu considères l'adversité comme une opportunité, tu ne fais pas que la traverser, tu te transformes à travers elle. C'est dans la chute que tu apprends à te relever avec plus de fermeté. C'est dans la perte que tu découvres ce qui compte vraiment.
C'est dans la douleur que tu trouves la sensibilité pour comprendre la souffrance des autres. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des signes de faiblesse, mais des cartes qui racontent l'histoire de ton dépassement. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre le frottement du chemin. Voici l'opportunité de te construire comme quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus conscient de toi-même. La vie ne t'éprouve pas pour te détruire, mais pour te façonner. Quand tu comprends cela, chaque adversité cesse d'être un poids et devient une matière première pour ta transformation. 7. Rien n'est éternel. Tout est mouvement. Quand l'anxiété serre ou que la tristesse semble sans issue, l'esprit trompe. Il murmure que ce sera toujours ainsi, que la douleur ne passera pas. C'est l'un des plus grands poisons pour l'âme, croire à la permanence de la souffrance. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple et libératrice. Tout est impermanent. Héraclite disait « Tout s'écoule, rien ne demeure ». Et cette pensée est un antidote contre le désespoir. Pense à une tempête. À son apogée, elle paraît interminable. Vent violent, tonnerre, pluie qui ne cesse pas. Mais aucune tempête ne dure pour toujours. Soudain, les nuages se dissipent et le ciel redevient clair. Ainsi en est-il aussi de nos douleurs, intenses tant qu'elles durent, mais passagères dans leur essence. Aujourd'hui, pratique cet exercice stoïcien, écris 3 moments difficiles que tu as déjà surmontés. Demande-toi, comment me sentais-je à cette époque? Et comment me sens-je maintenant en m'en souvenant? Tu vas constater que tout est passé, que les blessures ont cicatrisé et que, malgré le poids du moment, tu as continué d'avancer. Marc Aurèle a noté dans Méditation, « La douleur présente n'est pas insupportable, si tu la vois dans sa réalité et ne l'agrandis pas avec ton imagination. Et, si tu ne peux pas la supporter longtemps, rappelle-toi qu'elle aura une fin. Si nous savons que tout passe, pourquoi donner aux moments difficiles le pouvoir de nous abattre? Aucun hiver ne dure pour toujours. Et si même les arbres refleurissent après le froid, toi aussi tu trouveras ton printemps. Emporte avec toi une phrase simple mais puissante. Cela aussi passera. Elle est comme une encre silencieuse, rappelant que la vie avance, qu'aucun état n'est éternel et que même la nuit la plus sombre est suivie par le matin. Permets-toi de faire confiance à ce flux. Parce que lorsque tu intègres l'impermanence, non seulement tu trouves la force de supporter les tempêtes, tu trouves aussi l'espérance d'attendre le soleil qui viendra. Les douleurs passent, les peurs passent, même les joies passent. Mais à chaque passage, tu te renouvelles, tu apprends et tu te renforces. Si cette leçon t'a parlé, écris dans les commentaires, cela aussi passera. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un lit ces mots, il se rappelle qu'il n'est pas seul et ce souvenir rallume la certitude que même les tempêtes les plus fortes laissent toujours place au soleil. 8. Quand tu lâches le combat, tu trouves le flux de la vie. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous détruit, mais la résistance que nous lui opposons. Quand nous nous battons contre la réalité, nous perdons 2 fois. Nous souffrons à cause de ce qui s'est passé et nous souffrons à cause de la lutte intérieure contre ce qui ne peut pas être changé. Les stoïciens étaient clairs à ce sujet. Ils disaient « Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi. » Aujourd'hui, beaucoup répètent « Que ta volonté soit faite. » Peu importe le nom que nous donnons, Dieu, destin, nature, l'essentiel est de comprendre. Nous ne contrôlons pas tout. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, utilisait une métaphore puissante. Nous sommes comme des chiens attachés à une charrette. Le chien possède une certaine liberté, mais lorsque la charrette avance, il n'a que 2 options, résister et se blesser ou suivre le mouvement et marcher en paix. C'est exactement ce que nous faisons avec la vie. Plus nous résistons, plus nous souffrons, plus nous acceptons, plus nous gagnons en sérénité. Sénèque disait « Le destin conduit ceux qui acceptent et traîne ceux qui résistent. » Résister, c'est être traîné. Accepter, c'est apprendre à utiliser la corde pour marcher avec plus de légèreté. Quand quelque chose d'inattendu se produit, fais une pause et demande-toi « Est-ce que cela est sous mon contrôle ou en dehors de mon contrôle? Si c'est sous ton contrôle, agis avec clarté. Si ça ne l'est pas, accepte et dirige ton énergie vers ce qui peut être transformé. » Épictète résumait ainsi « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent réellement, et ta vie sera tranquille. »
Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi pour investir ta force là où le changement est possible. Et lorsque tu apprends à accepter l'inattendu, tu découvres quelque chose de puissant. La vie n'a pas besoin de se plier à tes volontés pour être bonne. Elle peut déjà être vécue en paix, exactement telle qu'elle est. Si cette leçon a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de couler avec la vie. Parce que lorsque tu décides de couler plutôt que de résister, tu découvres que même les imprévus peuvent devenir une partie du chemin et que la paix ne réside pas dans le fait de tout contrôler, mais dans la capacité de marcher avec légèreté dans ce qui est déjà. 9. La douleur que tu ignores revient plus forte. Nous vivons à une époque où tout le monde semble sourire sur les réseaux sociaux, comme si la vie était parfaite en permanence. Et lorsque tu ressens de la tristesse, de la frustration ou de la colère, ton esprit te murmure aussitôt « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. Ce qui te fait mal, ce n'est pas de ressentir de la tristesse, c'est de faire semblant qu'elle n'existe pas. Chaque fois que tu caches une émotion sous le tapis, elle ne disparaît pas. Elle revient plus forte, comme une eau retenue qui finit par briser le barrage. Le stoïcisme n'enseigne pas à nier les sentiments, mais à les gérer de façon intelligente. Reconnaître, comprendre et transformer. Sénèque a écrit « Personne n'est aussi fragile que celui qui ne se permet jamais d'être touché par la douleur. » Cela ne signifie pas se noyer dans la souffrance, mais accepter que la tristesse, le rejet et la frustration font partie du chemin. Sans elles, il n'y a ni croissance, ni amour véritable, ni succès réel. Quand tu ressens de la tristesse, ne la maquille pas. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre? Peut-être est-ce le besoin de te reposer, de t'éloigner de quelque chose qui te fait du mal, ou de reconnaître qu'un cycle est arrivé à son terme. En nommant et en écoutant l'émotion, tu lui retires le pouvoir de te dominer. Ne simule pas un bonheur forcé. Ne te condamne pas pour ressentir. Les émotions sont des signaux, pas des sentences. Le secret, c'est de les regarder avec courage et de te rappeler « Tu n'es pas la tristesse, tu ne fais que la ressentir ». Parce que lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ressens, tu trouves la force d'avancer plus léger, avec authenticité et paix. 10. Équilibre tes émotions. Éveille ta véritable liberté. Combien de fois as-tu déjà transformé quelque chose de petit en un poids énorme, simplement parce que tu l'as regardé à travers le prisme des émotions? Un message qui tarde à recevoir une réponse semble devenir un rejet. Un serveur qui ne te regarde pas paraît être la preuve que tu es invisible. Une vente qui n'aboutit pas devient un signe d'échec personnel. Mais la vérité, c'est que bien souvent, rien de tout cela n'a réellement à voir avec toi. La personne était occupée, le serveur distrait, le système de la boutique en panne technique. Ce qui a amplifié le poids, c'est le filtre de l'émotion. Les stoïciens insistaient sur ce point. Les faits sont neutres, c'est nous qui leur donnons une signification. Comme Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, regarde les choses telles qu'elles sont réellement, sans ajouter le jugement qui déforme. Imagine une scène toute simple. Tu vois un nuage dans le ciel. Ce n'est qu'un nuage, mais si l'esprit le veut, il le transforme en signe de tempête, en mauvais présage, en menace. Il en va de même pour la vie. Le fait en lui-même est neutre, mais l'imagination lui peint des couleurs qui n'existent pas. Et si nous observons bien, nous faisons cela tous les jours. Quand quelqu'un passe devant toi sans te saluer, le fait n'est qu'un geste absent. Mais l'esprit pressé invente des histoires. Il a quelque chose contre moi. Je ne suis pas important. La réalité reste neutre. Le poids est né en toi. C'est pour cela que les stoïciens insistaient sur l'entraînement à la clarté. Voir la réalité telle qu'elle est, sans étiquettes inutiles. Lorsque nous y parvenons, l'esprit respire plus légèrement et le cœur trouve la sérénité. La prochaine fois que quelque chose t'agace, décris l'événement comme si tu étais un reporter. Par exemple, ne dis pas « il m'a ignoré ». Dis « il n'a pas répondu au message ». Ne dis pas « je suis un échec parce que je n'ai pas vendu ». Dis « aucune vente n'est entrée aujourd'hui ». Cette pratique simple ajuste ton thermostat émotionnel. Tu cesses de chauffer des situations neutres jusqu'à ce qu'elles deviennent des drames, et tu commences à les voir à leur véritable température. Épictète conseillait « fais un pas en avant et utilise ce que tu as appris ». Cela signifie mettre en pratique ce regard objectif.
Car chaque fois que tu choisis les faits plutôt que le jugement, tu affaiblis l'anxiété et tu renforces la clarté. Souviens-toi, tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux contrôler la façon dont tu les interprètes. Et quand tu changes l'interprétation, tu changes aussi la manière dont tu ressens. Au fond, le monde n'est pas aussi lourd qu'il en a l'air. Le poids le plus grand naît des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Le miroir ne ment jamais. Chaque matin, il révèle bien plus que ton visage. Il montre la discipline que tu as construite ou l'abandon que tu as laissé entrer. Il met à nu tes habitudes, tes schémas et la façon dont tu choisis de te traiter lorsque personne ne te regarde. Si le reflet qui apparaît est négligence, apathie ou improvisation, comprends-le. Ce n'est pas un simple détail esthétique, c'est un avertissement criant que tu envoies au monde et surtout à toi-même. Mais cette histoire peut changer dès maintenant. Elle ne dépend pas de l'argent ni des applaudissements. Elle dépend du courage de prendre une décision. Parce qu'un geste simple, prendre soin de ton image chaque jour, même sans spectateur, même sans personne pour applaudir, a le pouvoir de transformer ta posture, ton énergie et même la manière dont la vie te répond. Et si tu me suis jusqu'à la fin, tu découvriras comment transformer ce geste en ton arme secrète. La carte de visite qui prouve que tu portes déjà en toi assez de confiance et de discipline pour conquérir bien plus que tu ne l'imagines. Avant de passer à la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, il est temps de commencer. 1. Ta présence ouvre ou ferme des portes. Visualise cette scène. Quelqu'un franchissant une porte avant même que tu n'entendes un seul mot. Rien que la posture, les vêtements, le regard. En quelques secondes, ton esprit a déjà décidé si cette personne transmet de la confiance ou de la négligence, de la force ou de l'apathie. Cela se produit chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte. Et la même lentille que tu utilises pour juger les autres est celle que le monde utilise pour te juger. Ton image est le drapeau silencieux qui précède tes paroles. Nous vivons dans un monde qui regarde avant d'écouter, qui juge avant de comprendre, qui forme une impression avant même que tu n'aies prononcé un seul mot. Cela peut sembler injuste, mais comme tout fait immuable, si tu l'acceptes, tu peux le transformer en avantage. Si tu comprends que les premiers instants scellent une opinion sur toi, alors tu possèdes déjà un outil redoutable, ta présence. Ta manière de te présenter est une lettre silencieuse remise à chaque personne qui croise ton chemin. Et cette lettre dit toujours plus que des CV ou des diplômes. Elle crie si tu te prends au sérieux, si tu te respectes, si tu es prêt ou si tu attends encore passivement que le destin décide pour toi. J'ai vu d'innombrables fois 2 individus avec des talents similaires, mais l'un se présentait avec ordre, fermeté et intention, tandis que l'autre arrivait avec apathie, désintérêt et négligence. À ton avis, vers qui le monde tend-il la main? Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la perception. Et la perception n'est pas un détail, c'est un destin. Personne ne croit en toi si l'on ne perçoit pas que tu crois en toi-même. Prendre soin de ton apparence révèle comment tu gères ton temps, ta discipline, ton tempérament. Si tu arrives à un entretien négligé, tu ne communiques pas seulement un désordre extérieur. Tu suggères que tu ne prépares pas tes idées, que ta pensée est confuse, que tu ne valorises pas cette opportunité. Chaque négligence extérieure insinue une faille intérieure. Chaque ordre visible suggère une fermeté invisible. À l'inverse, si tu arrives bien habillé, non par ostentation, mais avec clarté et sobriété, tu transmets déjà sans rien dire. Cette réunion est importante. Cette opportunité est précieuse. Je suis prêt. Et le plus impressionnant, souvent cette simple présence ouvre des portes que le CV seul n'aurait jamais ouvertes. Et même si cela paraît évident, c'est rare. La majorité s'habille selon son humeur, sa paresse ou le climat, et non selon la vision de la personne qu'elle veut devenir. Le résultat ? Une image sans intention ronge la crédibilité. Celui qui ne gouverne pas son image gouverne difficilement ses décisions. Je ne parle pas de suivre les tendances ou de ressembler à une couverture de magazine. Je parle de transmettre une image cohérente, propre et digne. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux, mais tu as besoin de respect dans ta présentation. Tu n'as pas besoin de bijoux, mais de présence. Il y a des personnes qui entrent dans un lieu et sans parler exercent déjà un leadership. Ce n'est pas le hasard, c'est de la stratégie. L'image est le premier langage du leadership. L'image ne remplace pas le talent, mais elle ouvre la porte pour qu'il soit entendu.
J'ai connu des hommes et des femmes brillants qui n'ont jamais eu de voix parce que leur apparence les faisait taire avant leurs idées. J'ai aussi vu d'autres, moins compétents, conquérir leur place parce qu'ils transmettaient ordre et crédibilité dès le premier regard. Le monde croit d'abord à ce qu'il voit, seulement ensuite à ce qu'il entend. Le respect naît en toi-même, et l'image est l'un des signes visibles de ce respect. Je ne te demande pas de changer qui tu es, mais de montrer le meilleur de ce que tu es déjà. Considère chaque jour comme une rencontre avec le destin, car c'en est une. Si tu veux être un professionnel à succès, habille-toi comme tel, même si tu n'as pas encore l'emploi. Si tu veux diriger, habille-toi comme un leader. Si tu recherches le respect, commence par te montrer du respect à toi-même dans les moindres détails. Ceux qui prospèrent n'attendent pas de validation pour se préparer. Ils vivent déjà comme la meilleure version d'eux-mêmes. Et le monde leur répond. Ce n'est pas de la magie, c'est de la congruence. Si tu affirmes être responsable, mais que ton image est négligée, personne ne croira à tes paroles. Mais si ton image et ton discours parlent la même langue, l'impact est immédiat. L'esprit façonne l'image, et l'image façonne l'esprit. C'est un cycle qui peut t'élever ou te saboter. Chaque fois que tu entres dans un lieu, que tu allumes une caméra ou que tu marches dans la rue, tu envoies un signal. La question n'est pas de savoir si tu communiques, mais ce que tu communiques. Celui de quelqu'un prêt pour plus ou celui de quelqu'un qui survit à peine à la journée. Dans un monde où tous luttent pour attirer l'attention, celui qui transmet de la présence gagne. Et la présence ne naît pas par hasard, elle est forgée avec intention, persévérance et exigence. Alors, la prochaine fois que tu penseras sortir sans t'arranger, rappelle-toi, peut-être qu'aujourd'hui est le jour où le destin frappera à ta porte. Et quand cela arrivera, dans quel état veux-tu qu'il te trouve? 2. Prépare-toi pour que la vie te respecte. Imagine qu'aujourd'hui tu doives signer le contrat le plus important de ta vie, ou traverser une scène pour recevoir une médaille devant tout le pays. Choisirais-tu le premier vêtement tombé du tiroir? Marcherais-tu les épaules affaissées et le regard dispersé? Maintenant, reviens avec moi à ce matin ordinaire, sans caméra et sans public. Pourquoi ta posture devrait-elle être différente? Beaucoup de gens ne s'habillent qu'en présence d'un public, d'un rendez-vous ou d'une attente extérieure. Mais la vérité est que la plus grande scène n'est pas l'événement, c'est la vie. Chaque matin où tu t'habilles avec intention, où tu soignes ton apparence et ajustes ta posture, tu envoies un message silencieux. Je prends au sérieux la personne que je suis. Mais lorsque tu ignores ce soin, tu envoies aussi un message, même si tu ne t'en rends pas compte. Chaque matin, tu dis en silence, « Rien aujourd'hui ne mérite ma meilleure version. » Et le monde, qui ne fait rien d'autre que répondre à ce que tu transmets, finit par te traiter avec le même mépris que celui avec lequel tu te traites. Pas par cruauté, mais parce que nous projetons à l'extérieur ce que nous acceptons à l'intérieur. S'habiller n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est se dire à soi-même qu'on n'affrontera pas la journée n'importe comment, mais préparé. Celui qui se présente avec négligence apprend au monde à le traiter comme secondaire. Celui qui se présente avec ordre enseigne le respect avant même d'ouvrir la bouche. La manière dont tu te présentes quand personne ne te regarde est la répétition du respect que tu recevras quand tous te regarderont. Ton organisation extérieure n'est pas un détail, c'est le reflet de ta clarté intérieure. Quand tu enfiles un vêtement propre, que tu redresses les épaules et que tu regardes devant toi, quelque chose change. L'esprit suit le corps. Tu te sens plus préparé, plus digne, plus présent. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit de t'aligner avec toi-même. Le vêtement peut couvrir le corps, mais c'est la posture qui révèle l'âme. Cet acte transforme ta posture, ton énergie, jusqu'à ta voix. S'habiller n'est pas de la vanité, c'est du respect. C'est proclamer « ce jour compte, je compte. Aucun moment ne mérite moins que ma meilleure version ». Avec le temps, cette habitude cesse d'être superficielle et devient le fondement de l'ordre personnel. Tu ne peux pas gouverner ta vie si tu ne gouvernes pas ta présentation. Tu ne peux pas exiger du respect si tu n'es pas capable de le démontrer visiblement. Après des années à observer ceux qui prospèrent, entrepreneurs, dirigeants, parents, artistes, j'ai vu qu'ils se présentent tous, chaque jour, comme s'ils avaient un rendez-vous incontournable avec leur propre destin. Ils ne le font pas par vanité, mais par préparation, par attitude,
parce qu'ils savent que le monde répond à l'énergie que tu projettes. Celui qui s'habille pour le destin n'arrive jamais en retard à sa propre vie. Si ton image déclare « Je suis prêt », la vie commence à y croire. Alors, quand tu doutes qu'il vaille la peine de te préparer aujourd'hui, même si personne ne va te voir, rappelle-toi, tu vas te voir. Et si tu n'es pas capable de te traiter avec excellence, n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. J'ai vu des personnes faire un bond de confiance simplement parce qu'elles commençaient à s'habiller le matin, comme si elles allaient rencontrer l'avenir qu'elles désirent. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Chaque jour, tu rencontres l'avenir. La vie ne récompense pas ceux qui attendent d'être prêts, mais ceux qui décident d'être prêts chaque jour. La question est, dans quel état veux-tu être trouvé par lui? La vie n'attend pas que tu sois prêt. Alors prépare-toi pour elle. 3. Être authentique sans prendre soin de soi, c'est vivre à moitié. Pense à un livre de grande sagesse. Le contenu peut être profond, mais si les pages sont déchirées et la couverture sale, beaucoup ne découvriront jamais ce qu'il contient. Le soin extérieur ne diminue pas la valeur intérieure, au contraire, il la protège et la révèle. Il en est de même pour toi. Prendre soin de ton apparence n'efface pas ton essence, mais la rend plus visible et plus claire. L'une des plus grandes confusions d'aujourd'hui est de croire que se préparer, s'habiller avec intention et prêter attention aux détails est de la vanité ou de la fausseté. Beaucoup confondent authenticité et négligence, comme si être vrai signifiait abandonner sa propre présentation. Mais c'est une erreur. L'authenticité ne s'oppose pas au soin, elle se renforce grâce à lui. De la même façon qu'un livre bien conservé facilite l'accès à ce qu'il contient, ton image soignée facilite la perception de qui tu es réellement. Être authentique, ce n'est pas renoncer à l'apparence. C'est aligner ce que tu cultives à l'intérieur avec ce que tu projettes à l'extérieur. Ce n'est pas prétendre, c'est représenter avec dignité ce que tu es déjà. Ce n'est pas cacher, c'est montrer avec clarté ce que le temps et l'expérience ont forgé en toi. Il y a une grande différence entre s'habiller pour impressionner et s'habiller pour exprimer. Celui qui cherche à impressionner recherche l'approbation. Celui qui cherche à exprimer transmet une identité. La véritable élégance ne réside pas dans l'excès, mais dans l'intention. Elle n'est pas dans l'éclat, mais dans la cohérence. Tu n'as pas besoin de suivre des tendances qui ne te correspondent pas. Tu dois seulement découvrir quel style traduit tes valeurs, ton histoire et tes aspirations. De la même manière que tu choisis tes mots, choisis aussi tes vêtements avec un but. Ta présence communique, que tu le veuilles ou non. L'authenticité n'est pas le laisser-aller. Il est possible d'être authentique en portant un vêtement simple, soigné, qui transmet du respect. L'erreur est de confondre la commodité avec la vérité, alors que souvent ce n'est qu'une résignation déguisée en authenticité. Le masque n'est pas dans l'habit, il est dans l'intention. Quelqu'un peut porter un costume élégant et être profondément vrai, tandis qu'un autre se cache derrière le « je suis comme ça » seulement pour éviter d'évoluer. J'ai vu des personnes avec des vêtements modestes, mais cohérents qu'on ne pouvait pas ignorer. Et j'en ai vu d'autres, avec un luxe apparent, mais sans réelle présence, parce qu'il leur manquait une connexion intérieure. De la même manière qu'un livre peut avoir une couverture dorée et être vide à l'intérieur, l'image sans authenticité est superficielle. Mais aussi, de la même façon qu'un livre peut contenir un savoir brillant qui ne sera jamais lu s'il est négligé, l'authenticité sans soin est incomplète. L'idéal est d'unir les deux, l'essence et l'expression. Demande-toi, mon image parle-t-elle la même langue que mon intérieur? Si la réponse est non, ajuste. Pas pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à toi-même. Une authenticité bien présentée n'a pas besoin de crier. Elle s'impose en silence, comme un livre précieux mis en évidence. Ta présence parle pour toi avant même ta voix. 4. Le pouvoir secret de prendre soin de soi chaque jour. Imagine un guerrier entrant en bataille avec une armure rouillée ou un architecte essayant de construire sur des fondations fragiles. La fin est prévisible. L'effondrement. C'est exactement ce qui arrive quand tu essaies de soutenir de grands rêves sans prendre soin de la base qui les maintient debout, toi-même. Trop souvent, le mot « soin de soi » est réduit à des luxes, à des routines coûteuses ou à des caprices réservés à ceux qui ont du temps à perdre. Mais cela est une illusion, et comme le rappelaient les stoïciens, l'illusion nous éloigne de l'essentiel.
Le véritable soin de soi n'a pas besoin d'être vu. Il ne demande ni photo ni like. Il est silencieux, constant et délibéré. C'est une fondation, pas un ornement. C'est la colonne qui soutient le poids de tout ce que tu rêves de construire. J'ai vu des professionnels brillants tomber, non pas par manque de talent, mais par manque de base. Des gens qui négligèrent le sommeil, ignoraient l'alimentation, vivaient sans pause, jusqu'à ce que le corps réclame, que l'esprit s'épuise et que l'âme se refroidisse. Le temps que tu voles à toi-même revient comme une dette, et avec des intérêts élevés. Prendre soin de soi, c'est de la maintenance préventive, comme l'artisan qui vérifie ses outils avant de commencer, ou le capitaine qui inspecte son bateau avant de prendre la mer. Sans cela, ce n'est pas si l'effondrement viendra, mais quand. C'est pourquoi de petits gestes valent plus qu'ils ne paraissent. 10 minutes pour se préparer le matin. Quelques instants de silence avant de commencer la journée. Un repas conscient. Chaque choix de ce genre est un murmure adressé à soi-même. Je compte, je me respecte, je me prépare. Avec le temps, l'habitude cesse d'être superficielle et devient ordre intérieur, car personne ne peut gouverner sa propre vie s'il ne se gouverne pas d'abord lui-même, et personne ne peut diriger les autres s'il n'a pas appris à soutenir sa propre énergie. Dire « je n'ai pas le temps pour moi » revient à dire « je ne suis pas ma priorité ». Et si tu n'es pas ta propre priorité, n'attends pas que quelqu'un d'autre t'inscrive sur cette liste. Le corps parle, l'énergie parle, la présence parle, et le monde répond à ce que tu transmets. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préparation. Ce n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Si tu aspires à de grandes choses, tu dois cultiver des bases solides. Car le déséquilibre ne dure pas. Tu ne peux pas construire une vie stable sur un terrain instable. Demande-toi, est-ce que je me traite comme une ressource jetable ou comme mon premier et plus grand projet? Les réponses pèsent plus lourd sur ton destin que n'importe quel plan, car la productivité, le succès et le respect naissent d'un point simple, la façon dont tu prends soin de toi-même quand personne ne te regarde. Ne sous-estime pas l'invisible. Ce que tu fais en silence, c'est ce qui soutient la force que le monde verra. 5. Quand ton reflet te limite, tu te réveilles, tu regardes le miroir et, pendant 1 seconde, tu restes en silence. Cela semble n'être qu'une routine, mais c'est dans cet instant que ton esprit parle à ton estime de toi. Là, sans mots, tu décides si tu vas te lever avec dignité ou si tu vas répéter la même histoire qu'hier. Il n'existe pas de dialogue plus silencieux et plus décisif que celui que tu engages avec toi-même devant le miroir. Ce moment, qui paraît passager, est un conseil privé où ton esprit négocie avec ton estime et réaffirme l'histoire que tu t'es racontée. Le danger, c'est lorsque le miroir ne reflète pas seulement ton visage, mais aussi toutes les renonciations accumulées. Avec le temps, si rien ne change, tu commences à croire que cette image fatiguée et sans intention est ta véritable nature. Mais ce n'est pas le manque de capacité qui te limite, c'est l'habitude de te voir incomplet. Chaque matin où tu négliges ta propre présence, tu envoies à ton esprit un message fatal. C'est suffisant, il n'y a plus de raison d'essayer. Voilà la graine de la stagnation. Beaucoup disent ne pas aimer ce qu'ils voient, le corps, l'âge, les vêtements, la peau. Et ils évitent le miroir, comme si cela effaçait la douleur. Mais fuir le reflet ne guérit rien. Au contraire, chaque fois que tu évites le miroir, tu confirmes l'idée que tu n'es pas digne de ta propre attention. Et répéter assez souvent, cela cesse d'être une simple sensation et devient une identité. La sortie commence la même, dans le reflet. Ce n'est pas de perfection dont tu as besoin, mais de décision. La décision de ne pas te laisser tomber. La décision d'apparaître même dans les mauvais jours. La décision d'utiliser ton image comme instrument de reconstruction, et non comme excuse pour te diminuer. Celui qui gouverne devant le miroir, gouverne devant la vie. Nous traversons tous des jours difficiles, des moments où nous ne nous reconnaissons plus. Mais c'est justement dans ces jours-là que nous avons le plus besoin de ce rituel qui dit « Je gouverne encore sur moi ». Se préparer, même dans le chaos, ne nie pas la douleur, mais affirme « Malgré ce que je ressens, je choisis l'ordre, je choisis la dignité, je choisis la présence ». J'ai vu des personnes recommencer par le plus basique, se lever tôt, faire leur lit, prendre une douche en paix, s'habiller avec intention même sans personne qui les attend. Cette constance, répétée en silence, leur a rendu la vie. Le miroir n'exige pas la perfection,
il exige la présence. Personne ne viendra te sauver de l'apathie. Personne ne peut prendre à ta place la bataille devant le miroir. La manière la plus puissante de vaincre est d'apparaître chaque jour avec la décision de ne pas te trahir. Ne laisse pas le reflet imposer une sentence. Utilise-le comme un rappel de qui tu es en train de devenir. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ce que tu désires, tu peux encore choisir comment tu te présentes. Ton image peut être le témoignage de ta discipline, la preuve de ta détermination, le fruit de ton amour-propre. Et si tu persévères, viendra le moment où tu te regarderas et tu verras non seulement de la chair et des os, mais un processus, l'histoire de quelqu'un qui a refusé d'abandonner. Ce jour-là, le reflet cessera d'être une limite et deviendra un combustible. Ne t'habille pas en fonction de ce que tu ressens aujourd'hui. Habille-toi en fonction de qui tu veux être demain. Ne transforme pas le miroir en juge, transforme-le en allié. Demande-toi, est-ce que cela représente le meilleur de ce que je peux être aujourd'hui? Si la réponse est non, ajuste. Pas pour faire semblant, mais pour reprendre le contrôle. Parce que lorsque le reflet cesse d'être une excuse et devient un rappel, tout commence à changer. 6. L'énergie que tu attires commence par la manière dont tu te présentes. Imagine que tu entres dans un tribunal pour une audience importante et que l'avocat censé défendre ta cause arrive en pantalon de survêtement et en t-shirt déchiré. Même s'il connaît les lois, la confiance disparaît, car son image contredit le poids de la responsabilité. Maintenant réfléchis, combien de fois toi aussi transmets-tu cette contradiction sans même t'en rendre compte? L'une des compréhensions les plus solides que j'ai apprises, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des objectifs clairs. Il faut devenir le type de personne qui accepterait ces objectifs sans hésitation. La vie ne te donne pas ce que tu désires, mais ce que tu es déjà visiblement capable de recevoir. Et l'un des reflets les plus immédiats que tu projettes au monde, c'est la manière dont tu t'habilles. Bien s'habiller n'est pas une question de mode, de marque ou d'étiquette coûteuse. C'est une stratégie. C'est déclarer, sans prononcer un mot, « Je sais où je vais ». La psychologie appelle cela la cognition incarnée. Ce que tu portes façonne ta pensée, ton comportement et tes décisions. Si tu portes des vêtements que tu associes au professionnalisme, ta voix change, ta posture se redresse, ton attention s'intensifie. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement quotidien. Beaucoup attendent de se sentir bien pour bien s'habiller. Mais l'ordre est inverse. Bien s'habiller peut être l'étincelle qui allume ta confiance. L'extérieur façonne l'intérieur, et l'intérieur gagne en force pour soutenir l'extérieur. Si tu rêves de diriger, mais que ton image transmet de la négligence, il y a un fossé. Si tu proclames la responsabilité, mais que tes vêtements crient inattention, ton message devient flou. Tu n'as pas besoin de faire semblant, mais d'aligner, t'habiller comme la personne que tu as déjà décidé de devenir. Au début de mon chemin, je n'avais pas de costume coûteux ni de montre luxueuse, mais j'avais de la clarté. Dans la mesure de mes moyens, chaque pièce que je choisissais était une extension de la vision que je voulais cultiver. Et chaque jour, je me présentais au monde, non pas comme quelqu'un qui implorait l'acceptation, mais comme quelqu'un qui répétait déjà la version qu'il voulait consolider. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'exprimer. Le premier cherche l'approbation. Le second révèle la conviction. Il ne s'agit pas de renouveler toute la garde-robe, mais de choisir avec intention. Car s'habiller pour ce que tu veux attirer, c'est de l'anticipation. C'est dire à l'univers, « Je suis déjà prêt, même si ce que j'attends n'est pas encore arrivé. » Les opportunités ne cherchent pas les plus talentueux, elles cherchent les plus préparés. Non pas parce que l'apparence crée la réalité, mais parce qu'elle reflète ton niveau de conscience. Alors la prochaine fois que tu seras devant le miroir, ne demande pas « Qu'est-ce que j'ai envie de porter ?» Demande « Quelle version de moi je veux renforcer aujourd'hui ?» Chaque jour est une chance de te choisir. Tes vêtements, tes soins personnels et ta présence peuvent être le commencement silencieux d'une journée puissante. Rien de grandiose ne naît de l'improvisation. Et toi, même si parfois tu l'oublies, tu es en train de construire quelque chose de grandiose. 7. Les choses que le monde applaudit et celles que le monde fait semblant de ne pas voir. Pense à une torche éteinte. Elle a été faite pour illuminer, mais tant qu'elle ne reçoit pas la flamme, elle reste invisible dans l'obscurité. Ainsi va la vie. Il ne suffit pas d'avoir du potentiel, c'est l'action qui allume ta présence
et fait que les autres te remarquent. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Il ne répond pas aux bons souhaits, mais à la préparation réelle. Ce que tu ignores en toi, le monde l'ignorera aussi. Si tu négliges ta présence, ta discipline et ta préparation, n'attends pas que quelqu'un s'arrête pour te demander qui tu es. Nous vivons dans un environnement compétitif, où chacun porte son propre fardeau. Se distinguer n'est pas un droit, c'est une responsabilité. Parmi les formes les plus discrètes mais puissantes de se distinguer, il y a le soin de sa propre image. S'apprêter chaque jour peut sembler un détail, mais c'est de la discipline, c'est une intention, c'est une vision. Sans dire un mot, ta présence communique déjà. Je me prends au sérieux, ce jour compte. Je l'ai déjà vu dans des conférences et des négociations. Ce n'étaient pas toujours les plus brillants qui attirèrent l'attention, mais les plus constants. C'étaient ceux qui arrivaient préparés, avec une posture ferme, un regard confiant. Ils n'improvisaient pas leur image. Ils n'arrivaient pas en s'excusant de l'état dans lequel ils se trouvaient. Ils savaient que les excuses ne présentent personne. Elles révèlent seulement des habitudes. Les gens ne récompensent pas les justifications. Ils récompensent les exemples. Si ton exemple est la négligence, c'est cela que tu récolteras. Beaucoup de talents sont restés sans voix parce que leur image ne transmettait pas d'autorité. Beaucoup d'idées se sont perdues parce que leur présence n'inspirait pas confiance. C'est une vérité dure. Dans un monde visuel et accéléré, rarement quelqu'un regarde au-delà de la première impression. C'est pourquoi chaque détail compte. Les vêtements que tu choisis, ta posture, ton ton de voix, le soin silencieux apporté à ta présence. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Celui qui se traite avec respect, tôt ou tard, commence à recevoir du respect. Le monde récompense la préparation silencieuse et oublie celui qui s'oublie lui-même. Non par cruauté, mais parce que les espaces sont limités et les concurrents nombreux. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour te distinguer, quelqu'un d'autre le fera. Ne laisse pas ton image au hasard. Comprends que chaque jour peut être le début de quelque chose de décisif. Habille-toi avec respect, même sans événement prévu. Prends soin des détails, même si personne ne les voit. Celui qui se discipline en privé sera un jour reconnu en public. À la fin, le monde répond à ce que tu montres. Ce que tu honores en toi-même, le monde l'honore aussi. Ce que tu abandonnes en toi-même, le monde l'abandonnera inévitablement. 8. La discipline commence devant le miroir. Imagine un matin ordinaire, le réveil sonne, tu te lèves en retard, tu te jettes un peu d'eau sur le visage, tu enfiles n'importe quel vêtement et tu pars en courant. Le corps bouge, mais l'esprit reste désordonné, emportant avec lui la hâte et le chaos de ce début improvisé. Maintenant, imagine une autre scène. Tu te réveilles, tu prends ta douche, tu enfiles quelque chose de propre, tu ajustes tes cheveux, tu te regardes dans le miroir et tu respires profondément. Avant même de sortir, il y a déjà de l'ordre en toi. Cette différence change non seulement la manière dont le monde te regarde, mais aussi la manière dont tu te regardes toi-même. L'une des plus grandes découvertes que j'ai faites sur mon chemin a été de comprendre que la discipline ne naît pas de décisions spectaculaires, mais de petits actes. Ce n'est pas dans les contrats, les voyages ou les grands changements qu'elle se forme, mais dans les choix silencieux que tu répètes chaque jour. Parmi ces actes, l'un des plus sous-estimés est la façon dont tu te prépares chaque matin. La manière dont tu te présentes n'est pas seulement une apparence, c'est le reflet du respect que tu as pour toi-même, un rappel que la journée commence sous ton intention et non au hasard. Si tu n'arrives pas à tenir dans le basique, comment comptes-tu rester ferme quand la vie exigera davantage de toi? C'est dans les détails que la discipline s'entraîne. Se préparer même sans public, choisir d'être prêt même sans rendez-vous prévu, c'est une preuve d'intégrité. Tu fais cela non pas pour le monde, mais parce que tu as passé un pacte avec toi-même. Je mérite ce qu'il y a de meilleur en moi, même lorsque personne ne me regarde. La discipline n'enchaîne pas, elle libère. Quand il y a une structure, le choix devient clair. Quand il y a de l'ordre, le progrès coule sans friction. Chaque fois que tu décides de te préparer, tu renforces ce professeur intérieur qui n'accepte pas d'excuses parce qu'il croit en ton potentiel. J'ai vu des personnes transformer leur estime de soi, non pas grâce à des thérapies coûteuses, mais à travers des rituels simples. Un vêtement qui les faisait se sentir dignes, une coiffure qui leur rappelait qu'elles méritèrent de l'attention, un geste qui éveillait une posture plus droite. Parce que lorsque tu organises ton corps, tu organises aussi tes pensées. S'habiller,
Prendre soin de soi, ce n'est pas de la vanité. C'est une pratique de leadership. C'est une préparation aux opportunités qui ne sont même pas encore arrivées. Beaucoup de portes s'ouvrent simplement parce que ton image transmettait confiance, attention et respect. Si aujourd'hui tu veux construire une discipline réelle, commence par le basique. Habille-toi comme quelqu'un qui sait que chaque jour compte. Fais cela pendant 30 jours d'affilée, et tu découvriras que ce n'est pas seulement une routine, c'est une affirmation silencieuse de qui tu es et de qui tu décides d'être. 9. La vie n'a pas de répétition. Aujourd'hui est ta scène véritable. Pense à quelqu'un qui passe sa vie à garder tout ce qu'il possède. Il ne profite pas d'un dîner, n'achète rien de ce qu'il désire, se prive de chaque petit plaisir parce qu'il croit qu'un jour, il en jouira. Quand ce jour arrive, il repousse encore un peu, et à la fin il découvre qu'il a beaucoup accumulé mais qu'il a peu vécu. Ce n'est pas de l'intelligence financière, c'est de la rareté. Et la rareté n'est pas sur le compte en banque, elle est dans l'esprit. C'est exactement ainsi que beaucoup traitent leur propre vie. Ils gardent leurs plus beaux vêtements, leurs meilleures idées, leurs mots les plus sincères pour des occasions rares, comme si le quotidien n'avait pas de valeur. Ils vivent comme si la vie était une répétition, alors qu'en réalité la scène est déjà allumée. La vérité est dure, aujourd'hui est le seul décor réel. Il n'existe pas de jour banal, il n'existe pas de seconde mi-temps. Chaque matin est une opportunité unique qui ne se répète jamais. Celui qui attend les conditions parfaites ne commence jamais. Et celui qui garde la vie pour plus tard découvre trop tard que ce plus tard ne vient jamais. Tu sais quand tu donnes ta meilleure version et tu sais quand tu t'installes dans la facilité. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient la mesure de ta vie demain. J'ai déjà vu des personnes garder des projets, des vêtements, des parfums et même des mots d'affection en attendant le moment idéal. Mais ce qui manquait, ce n'était pas le monde, c'était la décision. Ne suspends pas ta grandeur dans l'armoire du futur. Porte-la maintenant. Utilise ta présence, aujourd'hui. Parce que lorsque tu te respectes même sans public, tu envoies à l'univers le message « Je suis prêt pour ce qui viendra ». Les opportunités ne cherchent que rarement les plus talentueux. Elles cherchent les plus préparés. Celui qui honore l'ordinaire commence à attirer l'extraordinaire. Le caractère ne naît pas dans les grands jours, mais dans la répétition des petits jours. Le succès n'apparaît pas sur les scènes pleines, mais devant le miroir, quand tu décides de ne pas te trahir. Ton image est ta carte de visite. Ta posture est ta déclaration d'intention. Le monde ne répond pas à ce que tu promets, il répond à ce que tu montres. L'équilibre est sagesse. La rareté est gaspillage. La vie ne récompense pas celui qui garde, mais celui qui vit. Aujourd'hui n'est pas une répétition. Aujourd'hui est la scène principale et seuls ceux qui sont déjà prêts en récoltent le meilleur. Merci d'être arrivé jusqu'ici.